va prendre encore plus d'avance. C'est bien parce que celles qui sont là vont pouvoir parler plus longtemps. Donc la vie par un fil à ce moment-là. Bonjour tout le monde, je suis Catherine Caïpre, la coprésidente maintenant de l'association La Vie par un fil. Le deuxième coprésident ne devrait pas tarder, mais il est bloqué à Strasbourg. Nous sommes une association de patients avec notre but, notre sujet, c'est la nutrition artificielle à domicile, entérale et parentérale. Nous avons juste aujourd'hui, 31 ans. L'année dernière, c'était les 30 ans, on a fait une fiesta d'enfer. Historiquement, l'association a commencé en pédiatrie avec que de la parentérale. Elle s'est ensuite ouverte à l'entérale et progressivement aux adultes. Et maintenant, nous avons des parents et des enfants qui sont donc des enfants issus de parents en nutrition parentérale ou entérale depuis plus de 30 ans, ce qui fait un beau panel. Nos actions sont d'aider les familles, bien sûr, les patients, au niveau de l'information, au niveau administratif aussi, parce qu'il y a énormément de problèmes au niveau de la Sécu, des MDPH, etc. On essaye de les renseigner au maximum sur la partie technique des soins et un tout petit peu médical, parce qu'on n'est pas médecin, c'est la première chose qu'on dit aux gens. On n'est pas médecin, mais on essaye de les orienter vers justement des gens beaucoup plus compétents que nous de ce côté-là. On les aide aussi, il y a un soutien moral, il y a un soutien qui passe par déjà tous les ans on fait une réunion au moment du week-end de l'Ascension de toutes les familles au niveau national qui peuvent venir, et on est aux alentours de 130 personnes, un peu comme font les POAC aussi, d'ailleurs toujours en même temps. Des fois on arrive à se croiser, mais pas toujours, parce que nous on tourne dans toute la France alors qu'eux restent toujours au même endroit. Et pendant ces journées, on a des matinées de travail et des après-midi de discussions à bâton rompu et de visites et de détente et de plaisir entre nous et d'échanges entre familles, entre patients, entre parents. Maintenant qu'il y a les adultes, c'est important aussi pour les familles qui ont des petits de voir que tout ne s'arrête pas à 18 ans, que la vie peut continuer derrière et que c'est quelque chose qui n'était même pas envisageable il y a une vingtaine d'années et qui maintenant est plus que courant, heureusement. Nous sommes aussi présents dans les congrès de nutrition de la SFNCM maintenant, ex-SFNEP, et nous avons produit aussi des outils d'éducation thérapeutique avec une application pour gérer sa nutrition parentérale qui est téléchargeable sur notre site. Qui à l'origine était prévu uniquement pour les adultes et qui finalement est utilisable pour les parents d'enfants parentérales, et qui, si on ramène les mesures, c'est une application où on prend à la fois tout ce qui rentre dans le corps et tout ce qui sort pour pouvoir faire des bilans et amener tous les résultats au niveau des consultes. Moi je l'ai testé pour l'entérale. Quand on fait un cumul sur 24 heures, parce que l'entérale est souvent sous forme de fractionné, en journée ou en nuit, si on ramène tout à 24 heures, on arrive à faire les mêmes résultats et à faire un bilan intéressant aussi. Donc elle peut être très généralisable. On est aussi en train d'écrire un livre blanc, c'est à la mode, mais nous on a commencé déjà il y a presque 6 ans, un livre blanc sur la nutrition artificielle à domicile, entérale, parentérale et toujours adulte et enfant. Le premier guide, c'était sur la partie pratique de la sortie de l'hôpital. Le deuxième concerne la transition ado-adulte, qui est utilisée par beaucoup de services qui justement gèrent la transition. Et en plus, il a été traduit en anglais. Et du coup, il est utilisé
pays, anglo-saxons aussi. Le troisième tome concerne la vie des adultes branchés. Le quatrième tome, qui est en 2 parties, la première partie seulement est sortie, concerne le polyhandicap. Et on va continuer sur la deuxième partie. Et puis, on espère avoir encore assez de financement un jour pour faire boucler sur la qualité de vie. L'intérêt de ces guides, c'est qu'ils sont à la fois très particuliers à la nutrition artificielle et en même temps généralistes pour tous les gens et patients qui ont une maladie chronique. On est impliqué aussi au niveau donc national dans la filière Fimato, au niveau européen dans la filière des hernes au niveau de Hernica, et au niveau mondial, au niveau d'une structure qui est en train de se mettre en place, qui s'appelle Pacifan, qui regroupe au niveau mondial toutes les associations de patients en nutrition artificielle et avec un grêle court. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez des questions et des commentaires? J'ai peut-être une petite question. Parmi les adultes, il marche pas celui-là, vous pouvez appuyer sur lui. Parmi les patients adultes, ce sont des patients qui sont devenus dépendants de la nutrition artificielle une fois adultes, ou ce sont des anciens enfants qui ont grandi? Alors, on a une majorité de vieux enfants et on a quelques-uns de nouveaux, effectivement, qui ont été branchés au niveau adulte. Mais ce n'est pas la majorité. Je pense que les adultes ont peut-être un petit peu moins naturellement tendance à aller vers les associations, et je pense qu'il y a peut-être un peu de promotion à faire auprès des centres s'occupant d'adultes pour présenter l'association. On a énormément de boulot à faire en com, mais ça prend beaucoup de temps, et on est au total on est à peu près 200 adhérents, mais en actif on est une petite dizaine, et ça limite beaucoup les... Oui, et puis par rapport au nombre de patients concernés, ça reste... Oui, encore que là, on a appris au JDP qu'il y avait quand même beaucoup de monde en nutrition artificielle. Il y a quand même presque 40 000 en entéral, et comment c'était 30 ou 4 000 à peu près en parentéral, donc ça fait quand même du monde. Et on n'est que 200 adhérents. Donc on a encore du boulot, ça c'est sûr. Très bien. Donc vous avez trouvé la clé, c'est bon. Donc on repasse la parole à l'association des POAC. Donc je suis Laurence Lançon, la nouvelle présidente de l'association des POAC. Je succède à Cécile Guedin. Voilà, j'espère être à la hauteur. Et donc Manon Piqui, qui est notre référente adulte. Voilà. Je te passe la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc voilà, on va vous présenter l'association des POAC qui a été créée dans les années 2000, qui est une association à but non lucratif, qui est une association qui a été créée à l'initiative de 2 mamans, dont les fillettes étaient suivies à Robert Debré et étaient atteintes par le syndrome. Donc on va vous présenter brièvement le syndrome, parce que vous êtes tous médecins et je pense que vous avez déjà dû entendre parler quand même du syndrome POAC. Donc elle se caractérise par un large faisceau de symptômes, combinés ou isolés, et de signes d'obstruction du tube digestif avec une absence d'occlusion au sein de la lumière intestinale. En symptomatologie, on retrouve des vomissements, des douleurs abdominales intenses, une motricité intestinale affectée, voire inexistence, des difficultés modérées à très sévères à assurer l'élimination et faculté à s'alimenter, bien sûr, altérée, pouvant conduire à un recouvrement en alimentation artificielle. Les symptômes et la sévérité sont très éloignés de toutes les formes de complications digestives classiques et restent variables d'un patient à l'autre. Et à ce jour, on n'a pas de traitement curatif.
Donc nos objectifs en tant qu'association, c'est de rompre l'isolement des patients et de leurs familles. Chaque année, depuis le début de l'association et à l'initiative des mamans, un week-end se tient au moment du week-end de l'Ascension. On regroupe les familles, on a des temps de parole entre nous, bien sûr on tient les réunions officielles de notre association. Et voilà, on reçoit aussi notre chercheur Pascal de Santa Barbara, qui vient nous présenter les avancées de la recherche chaque année. Voilà, on essaye d'accompagner les familles dans les démarches administratives, écouter et soutenir face aux difficultés rencontrées au quotidien. Donc maintenant, on va dire que l'association a été créée par des parents d'enfants malades. Maintenant, on a la problématique aussi de l'adulte depuis quelques années, puisque les enfants ont vieilli, sont maintenant des adultes, comme moi en l'occurrence. On essaye d'orienter les familles vers des centres de référence quand il y a des errances de diagnostic, et on soutient la recherche. Donc on soutient la recherche donc, à l'INSERM Montpellier, donc Pascal de Santa Barbara, et au CHU de Grenoble, John Rendu, qui a pu du coup avoir accès aux banques de données Généton de l'association. Oui, en soutien financier. Notre but, c'est de s'enrichir et d'échanger, donc en assistant à des colloques, à des forums médicaux et associatifs, de rencontrer d'autres associations pour travailler sur des problématiques communes, échanger et discuter justement sur ces sujets et trouver une aide complémentaire, parce que seul, on n'avancera pas. Donc les constats, il y a de nombreuses réformes institutionnelles qui ont été mises en place. Donc il y avait la loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des patients, les créations des centres de référence des maladies, les lois handicap du 11 février 2005 avec la création des maisons départementales des personnes handicapées, la loi hôpital, patient, santé, territoire et les réformes scolaires. Aujourd'hui, le constat qu'on fait un peu plus depuis quelques années, c'est cette passerelle dont on parlait tout à l'heure, d'ados et jeunes adultes, qui inclut de nombreuses questions, tant sur l'aspect médical au sein de l'hôpital, la prise en charge à domicile et la vie sociétale en fait, du patient. Et les patients et les familles qui sont souvent isolés par manque... oui, médecins également, c'est noté, donc je pense que messieurs, dames, regardent aussi notre PowerPoint. Et donc de l'ignorance de l'évolution du syndrome. Donc la prise en charge globale du patient, donc le patient, on le sait, est placé au cœur de son parcours de soins, de santé. Donc il y a un aspect médical, bien sûr, c'est le premier généralement qui est mis en avant. Il y a l'aspect psychologique et aussi social, et sans oublier les aidants familiaux qui sont très présents dans nos pathologies et qu'il ne faut pas négliger, que ce soit au sein de l'hôpital et au domicile, bien sûr. Donc voilà, comme on dit, pour les patients et ses proches, les 3 points sont imbriqués les uns avec les autres et sont indissociables. Le patient doit être au cœur de son parcours de soins et les échanges entre les différents acteurs permettent une prise en charge dite globale. Donc qui sont ces différents acteurs? À l'hôpital, donc il y a l'équipe médicale et paramédicale. Il y a l'aidant qui a toute sa place, je pense, dans la collaboration avec l'équipe médicale. En ambulatoire, à la maison, il y a le médecin de ville, l'infirmier coordinateur, le prestataire ou HAD, l'aidant. Dans la prise en charge psychologique, on a remarqué qu'on ne prenait pas assez conscience de l'importance, enfin, en tout cas sur beaucoup de patients, il y en a peu qui ont recours à cette spécialité-là. Et c'est important pour la réussite de sa santé globale en annonce du diagnostic pour l'acceptation, pour ceux qui ont un diagnostic tardif, dans l'accompagnement, la continuité et le suivi du traitement et des soins, et dans le soutien, dans l'envergure sociétale de la place du patient. Donc il y a la prise en charge sociale, le retour à la maison, la réorganisation du domicile, la disponibilité parentale qu'on oublie des fois parce que les soins demandent beaucoup de temps et d'investissement auprès de l'enfant. Les institutions et l'administration, donc la MDPH, on s'est dit avec le professeur Hugo qui serait un des points clés de notre discours l'année prochaine. La sécurité sociale, la reconnaissance ALD et la prise en charge en 100%. La prise en charge aussi des transports au sein des centres de référence, parce que des fois on se voit refuser nos demandes d'entente préalable, alors qu'il y a quand même des décrets qui sont sortis à ce sujet. Et l'assistante sociale qui est très rarement proposée, qui je pense pourrait aiguiller les parents et les adultes après, parce que on est un peu largué dans un nouveau monde quand on passe de la pédiatrie à l'adulte.
Donc il y a la scolarité avec les projets d'accueil individualisés, les projets personnels de scolarisation et les AVS. Et en milieu professionnel, il y a la RQTH qui peut être mise en place sur un dossier MDPH. Mais l'insertion professionnelle reste difficile parce qu'on est sur une pathologie où la seule adaptation possible, c'est sur la fatigabilité, donc ça va être sur le temps de travail. Qui dit diminution du temps de travail, dit une diminution des ressources financières de la personne. Et il y a encore beaucoup de travail quant à la reconnaissance d'une personne qui touche une AAH, qui ne peut pas travailler un temps plein parce que sa pathologie incombe justement à sa vie professionnelle, mais qu'à côté de ça, on lui réduit ses aides. Donc finalement, on parle beaucoup en France de l'insertion de la personne handicapée. C'est beaucoup des mots, et dans le concret, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait pour vraiment permettre à la personne d'être insérée et d'avoir une chance justement de mener une vie plus comme tout le monde. Donc notre volonté, il y a améliorer la prise en charge et la coordination pluridisciplinaire. L'amélioration de la passerelle pédiatrie adulte, c'est quelque chose, c'est un point clé. Créer des séances d'éducation thérapeutique du patient, je pense que c'est important, et surtout au moment de la passerelle, parce que justement il va devenir maître de sa santé, et je pense que c'est important de savoir si le patient il est capable, il connaît bien les enjeux justement de son traitement et de sa pathologie. Donc valoriser l'expertise et donc la parole du patient et de son proche aidant, ça c'est important dans son parcours de soins, tout au long de son parcours de soins, et aussi notamment à l'hôpital lors des hospitalisations. C'est vrai qu'on se retrouve parfois confronté à des médecins qui ne connaissent pas forcément le syndrome quand on arrive aux urgences dans des cas comme ça. Et c'est vrai que l'écoute du quotidien permet une meilleure prise en charge. Initier une réelle volonté d'inclusion sociétale des personnes reconnues handicapées, je vous le disais il y a quelques minutes. Lutter contre les stigmates de l'handicap visible, oui, parce que ça en France on aime bien mettre des petits logos avec un fauteuil roulant et des places bleues. Malheureusement il n'y a pas que ces handicaps-là, et on se retrouve confronté quand on sort sur ses deux jambes d'une place comme celle-ci à se faire regarder de travers, voire insulter. Donc c'est assez lourd quotidiennement à porter. Ne pas créer de dépendance financière, donc l'AAH incompatible avec une vie de couple, c'est-à-dire que le jour où la personne qui reçoit une AAH déclare vivre avec quelqu'un, les ressources de la personne, du conjoint ou de la compagne, sont prises en compte. Donc la personne handicapée est menacée de se voir réduire, voire supprimer ses aides financières. Donc d'être complètement dépendant dans son couple. Et mener une étude psycho-médico-sociale de la qualité de vie d'un côté pédiatrique et d'un côté adulte. Nos solutions, travailler étroitement entre associations de patients et les différents acteurs psycho-médico-sociaux pour enrichir nos actions. Et la conclusion, nous savons qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et d'obstacles à franchir, mais ensemble, dans le dialogue et la communication, nous espérons pouvoir améliorer la prise en charge des patients atteints du syndrome POC. Merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des commentaires dans la salle. Moi, je peux commencer par en faire un. C'est sur... c'est pas grave, c'est pour remonter à l'avant. Voilà, l'avant, celle d'avant. Voilà, je pense que cette... Non, celle suivante. Je pense que cette diapositive, elle peut servir à toutes les associations. Donc, je pense que l'avantage des structures des maladies rares et ensuite regroupées dans les filières, ça a permis de faire se rapprocher un certain nombre d'associations qui avaient déjà d'ailleurs fait ces rapprochements autour des maladies rares, hein, et que ça permet d'aborder, même si la pathologie est différente à la base, toutes les problématiques autour de l'insertion sociale, des problèmes professionnels, des problèmes de démarche administrative et de reconnaissance. Et je pense que, bien sûr, nous, on a un rôle important à jouer pour encourager les patients à aller vers les associations, à aussi leur proposer sans doute plus d'aide, mais avec les disponibilités qu'elles ont,
les assistantes sociales et les psychologues, et encore faut-il après que les patients acceptent de les rencontrer, ce qui est encore un autre problème. Mais je pense qu'il y a des problématiques communes aux maladies rares, chroniques, dont on parle, et je pense que dans le cadre de mardi, et puis on en parle aussi dans le cadre des filières, je pense que des journées thématiques destinées aux patients, en invitant bien évidemment les associations à être présentes pour être des interlocuteurs sur des thématiques d'insertion scolaire, professionnelle, d'enfants, adultes, c'est des choses à faire au niveau ensuite délocalisé, parce que les gens vont pas nécessairement faire d'énormes déplacements, mais avec des programmes assez communs, reproductibles d'une région à l'autre, avec des interlocuteurs de terrain. Donc s'il n'y a pas d'autres commentaires, on va peut-être passer donc à l'association des pancréatites chroniques héréditaires. S'il y a... C'est toi l'association alors? D'accord. Tu les représentes. Exactement. Alors effectivement, je voulais vous dire un petit mot de la PCH à vous s'éranger. Matin, association, ça doit être ça. Donc je me permets juste de vous parler de cette association, parce que Madame Méplet ne peut pas se libérer aujourd'hui. Donc c'est à sa place que je viens vous en parler. Donc c'est une association qui s'occupe des patients atteints de pancréatite chronique héréditaire, donc exclusivement les gens qui ont des pancréatites chroniques corrélées à une mutation génétique, pas du tout les pancréatite chronique post-alcoolique, etc. Donc c'est purement centré sur les pancréatiques génétiques. Donc cette association est une association de loi 1901. Alors je découvre un peu les plaquettes en même temps que vous quasiment, qui a pour conseil scientifique, donc un groupe médical centré autour de monsieur Philippe Lévy, qui est, comme vous le savez, un des pancréatologues très spécialisé à Beaujon, qui met pas mal d'énergie dans l'activité de cette association, qui est donc présidée par Madame Méplet, avec ce consortium que vous avez là, cette association de personnes que vous avez là. Leur but est bien évidemment de soutenir les patients. Ils ont un accueil téléphonique qui est constant et qui leur permet donc d'échanger avec les familles. Il existe également un site internet, je vous mettrai les coordonnées, je crois que les coordonnées ce sont la dernière dia, si je me souviens bien, qui permet également aux familles de partager au sein d'un forum qui vient d'être reconstruit, car ils ont eu une attaque virale intense l'année dernière qui a détruit le forum, mais ça y est, remarche à nouveau. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vos patients ont besoin. Donc je vous dis de communiquer, de se faire soutenir. On a vu, comme le disait Alain à l'instant, et les associations précédentes, de participer au soutien de ces familles dans les démarches administratives, dans leur vécu vis-à-vis de la maladie, vis-à-vis de leurs difficultés constantes. Il y a également, vis-à-vis cette fois-ci, du monde médical, un soutien qui peut être financier et qui peut être également stratégique en termes de mise en contact des différentes équipes de recherche. Je crois qu'on a voilà, c'est celle-là que je voulais vous montrer. Vous voyez qu'il y a un soutien financier qui est organisé à peu près tous les 2 ans, parfois tous les ans, autour de projets qui leur sont proposés. Et ils ont aussi une activité de mise en commun donc des différentes équipes pour pouvoir centraliser ces patients qui sont relativement rares et pouvoir faciliter le recueil de ces patients. Donc vous pouvez tout à fait les contacter si vous avez une idée d'étude à organiser. Ils sont très ouverts, l'accueil est très sympathique. J'ai participé à leur réunion là il y a quelques semaines en dessous de Nantes et à Cholet et Pointe-Précy. Et l'accueil est vraiment sympa. C'est des gens tout à fait dynamiques qui ont envie de se développer et qui font donc cette réunion de centralisation scientifique tous les 4 ans à l'heure actuelle. Donc
C'est ce que je voulais vous dire sur cette association. Je ne suis pas bien sûr d'être capable de répondre à vos questions, mais je reste ouvert au cas où. Merci bien. Donc, Je remercie Jérôme parce que je lui ai fait un mauvais coup, comme vous avez pu voir. Donc, mais enfin bon, c'est ça le privilège des patrons, c'est de pouvoir refiler les problèmes aux autres. Alors, juste, c'est pour signaler que Vinciane Rebourg coordonne un autre centre de référence autour des pancréatites chroniques. Et donc, elle est dans la filière Fimato, à côté de nous, qui sommes le centre des mardis. Et donc, nous, on est plus dévolus, entre guillemets, aux pancréatites pédiatriques, et puisqu'il y a un centre pour les adultes. Et donc, on espère que les passerelles vont être de plus en plus fluides entre les deux centres de référence, puisqu'on s'occupe des mêmes pathologies, des mêmes malades. Mais je pense qu'en pédiatrie, ça vaut le coup de s'y intéresser vraiment. C'est la même situation que les polyposes. Exactement. Donc la transition est toute trouvée, mais en l'occurrence, si je respecte l'ordre, les polyposes, c'est après. Là, pour le moment, c'est l'association François Aupetit, donc pour l'association pour les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Bonjour à tous, donc je suis Alison Le Chevalier Mipertis, donc bénévole à l'AFA pour le groupe jeune, donc les 18-30 ans. On m'a proposé les mardis, d'une part donc pour représenter l'AFA, mais aussi parce que je suis patiente atteinte d'une maladie de Crohn et je suis aussi infirmière puéricultrice, donc spécialisée un peu en pédiatrie, donc c'est un petit peu mon domaine. Je suis désolée, je suis toute rouge, je suis très timide. C'est pas grave. Comment on fait donc l'AFA, donc Association François Aupetit. Comment on fait? Comment on fait? Normalement, ça peut passer là. Okay. Donc, qui a été créée en 1982 par Janine Aupetit, qui concrétise donc le projet d'association pour son fils François, qui était atteint d'une maladie de Crohn et qui malheureusement est décédé en 1981. Aussi cofondatrice de l'European Federation of Crohn and Colitis Association et de l'Alliance des maladies rares. Il y a eu un agrément des représentations des usagers et un agrément des formations donc diététicien en 2011. Les missions en particulier, donc, c'est soutenir et financer la recherche. C'est aussi soutenir et informer les malades de Mickey et leurs proches, sensibiliser les professionnels de santé et le grand public, porter la voix des malades, améliorer leur qualité de vie et faire reconnaître les Mickey. Donc tout ça, ça passe par des actions dans les hôpitaux. Je sais qu'il y a une action par certains bénévoles à l'hôpital Saint-Antoine, un mercredi par mois. Il y a aussi des rencontres, enfin moi je parle surtout de mon groupe à moi, mon groupe jeune, on fait des rencontres avec donc les jeunes de 18 à 30 ans sur Paris, mais aussi en région, parce qu'il y a des bénévoles en région. Participation à des forums aussi, participation au GTED. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour qu'on puisse reconnaître tout ça. Donc il y a un soutien à la recherche donc par un comité scientifique avec des bourses et une information en particulier. Je ne vais pas revenir sur les chiffres parce que c'est pas trop mon domaine. Il y a l'Observatoire aussi national des Mickey qui produit de la connaissance par des enquêtes, qui recense des données en épidémiologie. Observatoire aussi en e-santé des effets indésirables et une participation à des enquêtes nationales avec le BIRD, Bérénice et internationale avec ICARE et Biocycle. Et une participation à des collègues scientifiques assises des Mickey, JF, HOD, ECHO et DDW. En moyen d'agir, il y a aussi le numéro d'information Mickey Info Service qui est très accessible pour certains jeunes qu'on suit et qu'on a pu accompagner, qui ont pu aussi les aider face parfois à des familles qui ne sont pas forcément écoutantes ou qui ne se sentent pas forcément soutenues par leur médecin, de pouvoir discuter anonymement. Il y a le site aussi de l'AFA, donc afa.so.fr, qui est très complet, qui propose énormément de choses sur la recherche, sur les actions, sur comment vivre avec voilà, des fiches en particulier aussi,
sur le travail avec une Mickey, sur la fatigue, sur les assurances, sur les médecines alternatives aussi, parce qu'on en parle très peu. On parle beaucoup de la médecine entre guillemets scientifique, mais moins des médecines alternatives qui peuvent aussi aider les patients dans leur quotidien. Il y a les AFAMAG aussi qui sont publiés plusieurs fois par an, où on peut retrouver des articles sur la recherche, sur l'association, sur la santé, et sur les activités qui sont développées en région pour les groupes enfants, groupes ados, groupes jeunes et les groupes au-dessus des 30 ans. Donc c'est un réseau qui est organisé où, comme je vous ai dit tout à l'heure, on faisait quand même pas mal d'événements avec des conférences débats, des tables rondes animées par des experts Mickey, dont des médecins aussi, des partages d'expériences avec les Mickey Kawa qui sont surtout en région. Des activités aussi, donc comme la sophrologie, des activités cuisine où il y a possibilité de s'inscrire directement via le site de l'association pour ce partage d'expérience entre les patients. Et des permanences d'écoute aussi en ville et à l'hôpital et la participation au programme de TP, soit à l'hôpital ou directement au siège de l'AFA. Et on retrouve quand même aussi une petite équipe pluridisciplinaire avec une assistante sociale, donc Cécile Ornez, donc qui est disponible les lundis de 14h à 18h, mais qui est aussi très disponible par mail et qui participe aussi aux événements jeunes en nous parlant beaucoup de la RQTH, tout ce qui est assurance pré-immobilier, assurance voiture, parce que à cet âge-là, on commence à être vraiment confronté à ces problématiques et à comment pouvoir être assuré sans avoir à payer des surprimes assez importantes, malheureusement. La diététicienne, parce que, comme c'est maladie intestinale, on a quand même besoin d'informations en termes de diététique, savoir où aller, que faire, parce que je le vois moi en tant que patiente, on sort avec un espèce de régime alimentaire et savoir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que ça, quoi. Donc nous aider aussi dans la vie de tous les jours et ne pas aussi avoir peur des aliments, parce que souvent c'est ce qui ressort, c'est la peur des aliments. Une médiation aussi juridique par Jean-Luc Clavis, donc qui est un bénévole, qui est aussi assez important dans la vie à l'AFA, où on peut vraiment se retourner vers lui pour certaines questions. Et Marie-Hélène Ravel, qui travaille beaucoup sur la vie professionnelle aussi. Donc l'éducation thérapeutique du patient, donc l'AFA forme en fait des patients intervenants dans les programmes en ville et à l'hôpital aux côtés des professionnels de santé et à collaborer à l'élaboration de portfolios et du Mickey. Donc ça c'est surtout maintenant Alex Vier qui s'occupe de tout ce qui est éducation thérapeutique du patient, avec une grande participation dans les hôpitaux et aussi à l'AFA. Donc je trouve que c'est assez important de travailler là-dessus. Le rôle du patient expert, donc patient intervenant dans l'éducation thérapeutique, c'est vraiment élaborer avec le patient le diagnostic éducatif, d'animer des séances individuelles et ou collectives, seules ou en binôme, et de coordonner un programme de TP. Ce qu'un patient expert n'est pas, donc c'est un témoin pour convaincre leur père de prendre leur traitement. On n'est pas là pour ça non plus, et de faire des patients alibi pour les équipes de TP. Ça c'est aussi important de l'avoir en connaissance, parce que voilà, il y a certaines fois dans les événements où on peut avoir d'autres jeunes qui peuvent nous prendre à partie par rapport à ces traitements et tout ça. Donc c'est vraiment leur dire qu'on n'est pas là pour leur dire vraiment ce qu'il faut faire. C'est le médecin avant tout. Il y a aussi donc le groupe Entraide Famille et Ados, donc surtout par Pascal Moreau qui s'en occupe beaucoup, avec des moyens de rencontrer et d'échanger, des référents de groupe qui sont formés à l'écoute et à l'ETP et des documents ressources adaptés, dont le carnet nutrition et apprivoise ta maladie qui sont vraiment très bien faits. Donc il y a un week-end national des familles, des journées parents aussi, pour qu'ils puissent se ressourcer entre eux, et une liste de diffusion pour s'entraider, et le groupe Mickey Ado, donc pour les 12-17 ans, avec un stage des adolescents qui dure à peu près une semaine, et leur Facebook Mickey Ado. Donc ça c'est mon groupe de prédilection, donc les 18-30 ans. Donc on a le Facebook qui s'appelle Mickey Jeune, qui est vraiment très très bien fait, où chaque publication passe par Julie Salvin, qui est la référente donc relais jeunes sur la région Île-de-France, pour éviter qu'il y ait à boire et à manger aussi là-dessus.
Il y a le week-end national à Paris, donc qui avant était en juin, qui maintenant est en avril, au moment du week-end de Pâques, qui est vraiment très très bien. J'ai participé à 4 week-ends jeunes, sauf là le dernier, parce que j'étais en poussée malheureusement, où on apprend énormément de choses, où on peut vraiment partager aussi pendant ces 3 jours. Et c'est un week-end où voilà, on mêle et la pathologie, certes, parce que c'est surtout sur ça, mais aussi la vie de jeune et les difficultés qu'on rencontre au quotidien. Pour certains qui sont encore dans les études, d'autres qui sont sortis des études et qui commencent la vie professionnelle, c'est important aussi qu'on puisse se rencontrer dans cette période un petit peu de transition entre le monde enfant-adolescent et le monde adulte. Les bénévoles relais jeunes en région, dans toutes les régions de France, et un permanent dédié pour l'animation du groupe, donc c'est qui a été Alix Vier et qui maintenant est Manon, je n'ai plus son nom de famille. Et il y a le séjour qu'on appelle mixage qui se passe, donc c'est passé en Bretagne en 2017 et là qui se passe à Dinard cette année, ou Dinan, je ne sais plus. Dinard. Voilà, on a décidé de faire ce séjour aussi mixage pour mélanger et pas faire que les groupes jeunes d'un côté et les groupes un peu plus vieux de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas de nom pour les plus de 30 ans sur ce groupe-là. Il y a l'application aussi Afamiki et la carte urgence toilette qui sont téléchargeables, qui sont assez importantes pour nous, surtout la cartographie des toilettes, parce que on n'en trouve pas forcément, surtout quand on est en urgence. Et la carte urgence toilette, donc, qui est plutôt bien. Moi personnellement je ne l'ai pas, donc je fais ça. Et donc ils ont mis aussi en place une assurance de prix immobilier qui est conçue par les malades de Crohn et de RCH. Donc l'assurance Mickey qui est un contrat personnalisé avec des garanties plus larges. Tout ce qui est arrêt de travail, invalidité et décès, avec une ambition de proposer des garanties plus étendues et au meilleur prix, y compris sur le risque lié à sa Mickey. Ce qui est exceptionnel de trouver actuellement, comme je disais tout à l'heure, avec les risques de surprime à chaque fois. Et en 2017, ils ont mis en place Mickey Connect, donc qui est une application où on peut vraiment mettre la symptomatologie avec un carnet de santé digital. On peut s'informer aussi pour mieux gérer sa maladie, se tenir informé de l'actualité des Mickey et de l'AFA et comprendre la maladie et tous ses aspects et comment vivre aussi avec au quotidien. Donc là, c'est les dates en 2017. En 2018, donc, il y a eu le World IBD le 19 mai. Il y a eu le salon des Mickey aussi. La semaine mixage donc, qui sera là fin juin, début juillet. Il y a eu un accompagnement aussi à l'employabilité avec les parents d'emploi qui a débuté et qui continue cette année. Ils ont fait la saison 2 de la web-série sur les Mickey. Qui est sur YouTube et sur aussi le site de l'AFA, et ils ont réorganisé le site internet. Voilà. Très bien, merci. Donc l'association François Aupetit, c'est une association qui est ancienne et puis il y a quand même beaucoup d'adhérents, donc évidemment il y a une force de frappe qui est quand même conséquente, mais tant mieux parce que ça peut servir aussi aux autres associations qui sont avec beaucoup moins de patients concernés. Oui, Jean-Pierre. Alison, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le groupe ado et les activités ado? Le groupe ado, moi personnellement, je m'en occupe pas du tout. Je sais que qu'il y a donc ce stage ado. Pardon. Je sais qu'il y a un stage ado qui se fait à Dinard pendant à peu près une semaine. Après, il y a des activités avec certains Cette année, il y a un intervenant médical de haute volée, c'est moi. Après, je sais qu'il y a des événements aussi pour les ados, mais c'est vrai que non, moi je suis vraiment sur le groupe des 18-30 ans, donc j'ai très peu d'informations par rapport à ce qui se passe dans ce groupe ado et ce groupe enfant aussi. Éric Balèze, de l'association François Aupetit. Il doit intervenir cet après-midi. Voilà, bonjour à tous. Non, c'est pour parler du groupe ado. Effectivement, donc en fait, c'est de l'éducation thérapeutique. On ne va pas l'appeler éducation thérapeutique parce qu'on n'a pas fait une autorisation, mais c'est plus un accompagnement. Et c'est vrai que le matin, en fait, ils ont des ateliers, que ce soit sur l'alimentation, comment en parler, sur même les thérapies complémentaires où ils sont très, très en fait, accrochés à ça. Et l'après-midi, en fait, c'est des activités de loisirs. Et je peux vous dire que moi, je les ai accompagnés pendant 3 ans et ils sont d'une maturité, c'est impressionnant, quoi. Et c'est vrai que ça fait c'est vraiment un plaisir. Ce que je veux vous dire aussi, surtout, c'est qu'il faut les forcer. C'est vrai qu'au début,
départ, moi, j'étais pas pour forcer. Mais sincèrement, je fais des petits témoignages et à chaque fois, les gamins ils me disent mais heureusement qu'on m'a forcé, heureusement que mon copain m'a dit d'y aller parce que finalement c'était super, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut quand même un petit peu les pousser. Au départ, c'est vrai que c'était dur pour moi, mais maintenant je le fais vraiment. Et sincèrement, ils sont tous enchantés en tout cas de ce séjour. Voilà. Je confirme du côté médical et localement, on va dire, parce que j'ai 2 de mes patients qui sont allés l'année dernière et qui ont accepté de venir à une séance d'éducation d'ETP à l'hôpital en collectif, où ils ont fait une promo énorme. Et je pense que après, c'est aussi le fait que ça paraît près évidemment pour Dinard, pour les patients bretons, c'est pas très loin. Donc, mais je pense que c'est l'équivalent d'une semaine de vacances où ils peuvent venir de partout en France. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment, ils en reviennent enchantés. Hein. Ouais. Ce qui est important aussi, c'est qu'ils peuvent venir avec frères, sœurs, amis. Et ça, moi, on a vu aussi des sœurs qui étaient présentes. Et en fait, la gamine disait justement, moi, à chaque fois, je suis mis de côté, je peux pas aller avec ma sœur en fait voir le médecin, donc elle ne sait pas en fait vraiment la maladie. Et c'est vrai qu'à travers ce séjour, elle a appris et elle était contente parce qu'elle me dit je peux aider ma sœur maintenant, je comprends mieux en fait. Voilà. Oui, je voulais faire ce commentaire-là à la fin de toutes les présentations d'associations sur l'impact familial, donc sur les fratries. C'est quelque chose sur lequel l'association de la mucoviscidose a déjà pas mal travaillé. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Être frère ou sœur d'un patient ayant une maladie chronique, ça ne doit pas être tous les jours facile. Et juste pour terminer, je suis d'accord sur le point de forcer, parce que moi je suis rentrée à l'association François Petit grâce à Monsieur Lahari qui était mon gastro et qui m'a forcé aussi à faire tout ça parce que j'étais dans une démarche complètement contraire. Donc n'hésitez pas à forcer les enfants ou les ados dans ces démarches-là, ça va les aider à rebondir et à avancer. On va dire qu'on va les encourager vivement. Parce que forcer, c'est toujours un petit peu embêtant quand même. On va terminer avec l'association des polyposes. Muriel Lebidan, bonjour à tous, présidente de l'association Polypose Familiale. Je suis accompagnée de Christine Mikhalev, qui est administrateur également et correspondante régionale sur la région centre-ouest, qui avait occupé la même fonction en Île-de-France. Et voilà, elle m'a passé le relais. Donc on n'est pas très nombreux dans l'association. Enfin, à la base, l'association a été fondée en 1991, donc par des malades. Elle est gérée exclusivement par des bénévoles qui sont eux-mêmes malades ou accompagnants de malades. Là, actuellement, on est depuis 2 ans, on va dire qu'on est en pleine restructuration. Et on a eu récemment quelques démissions, donc la charge est assez importante. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire Je ne suis pas habituée à parler encore en public, donc je ne suis pas très à l'aise encore. On commence à avoir faim, mais on ne va pas vous manger. Ah bon? Oui, non, je ne suis pas sûre d'être vraiment très comestible. Aujourd'hui, en France, au niveau des polyposes digestives rares, elles concerneraient environ 3000 personnes pour à peu près un peu moins d'une dizaine de pathologies qui sont connues. Ces polyposes se révèlent souvent dans l'enfance ou dans le cadre d'un dépistage familial. L'incidence varie d'à peu près d'une naissance sur 10 000 à une sur 200 000 environ, mais ça c'est vraiment très très exceptionnel. Elle nécessite d'être suivie donc, par des équipes pluridisciplinaires, donc à la fois des généticiens, puisque c'est une maladie rare, bien sûr, digestive, souvent héréditaire. Donc on fait intervenir des généticiens, des chirurgiens, gastro-entérologues, bien sûr, pédiatres, pédopsychiatres et psychologues, parce que la prise en charge est exigeante et assez lourde, donc elle doit être régulière et impose une chirurgie lourde à titre préventif. Donc soit par résection, par voie endoscopique, ou alors une chirurgie prophylactique quand il n'y a pas d'autre choix.
Si aucun traitement ne permet à ce jour d'empêcher l'apparition des polypes, une surveillance précoce et régulière permet au moins de les traiter avant qu'ils ne dégénèrent en cancer. En revanche, en l'absence d'un traitement adapté, les polypes dégénèrent en cancer chez la plupart des patients avant l'âge de 40 ans. Voilà. Donc, les objectifs de l'association, c'est bien sûr nous sommes une association de patients, donc on vient en soutien aux familles et on essaye de promouvoir et de permettre le développement et la diffusion des recherches fondamentales biologiques, génétiques et thérapeutiques sur les polyposes et les affections voisines. On essaye de faire connaître les résultats et les possibilités des différents traitements. Moi, ça va que en ce moment, actuellement, il n'y en a pas forcément. Il y a des recherches, mais il y a eu des études qui sont faites, mais qui jusqu'à présent n'ont pas été très positives. On est là aussi pour essayer de faire en sorte de favoriser le suivi des patients, parce que c'est important. Il faut que ce soit une prise en charge. On essaye de soutenir les patients pour qu'ils se prennent aussi eux-mêmes en charge, parce que c'est vraiment une surveillance à vie et on n'en guérit pas. Voilà. Donc en 27 ans d'existence, on a mis en place des correspondants régionaux, donc sur toutes les régions de France. Moi, actuellement, on a regroupé quelques régions. On en est à 8, 5 correspondants régionaux. On est en recherche de 3 bénévoles sur les régions sud plutôt. Donc, on organise 2 réunions annuelles, une à Paris au printemps, une autre en province, avec justement en province, avec des équipes, des spécialistes de notre pathologie sur place, voilà, pour essayer de sensibiliser, de toucher tous les patients qui sont en région. Voilà. On a également créé, on a un dépliant, un flyer qui explique la pathologie, une brochure qui a été réalisée il y a quelques années, en 2011, avec l'Institut national du cancer, donc, et tous les spécialistes des polyposes. On a également on a également un livre illustré qui s'appelle le livre de Jeanne, Les couleurs de Jeanne, c'est ça, qui est remis principalement aux généticiens, aux conseillers en génétique, lors des consultations pour expliquer aux tout petits, vraiment les petits, ce qu'est la maladie et puis voir comment se passe une coloscopie. On a le projet d'écrire un nouveau livre, mais qui s'adresserait davantage justement à la transition ado-adulte, parce que ça pose vraiment de gros problèmes actuellement au niveau psychologique. Voilà. Et là, on a de plus en plus de psychologues dans des hôpitaux, dans d'autres structures, qui nous contactent en nous disant est-ce que vous auriez un outil pour nous pour expliquer la polypose ou à des adolescents, et là effectivement on est un petit peu démunis actuellement. Voilà. Donc c'est vraiment tout ça, c'est vraiment toujours. Et on a également un bulletin d'information qu'on édite 2 à 3 fois par an, en donnant de toutes les informations, lors des présentations faites par les spécialistes, et puis l'actualité de l'asso également. On a un projet de recherche. Alors là, on est très content parce que c'est l'Institut Pasteur qui est venu nous chercher vraiment, et c'est vraiment porteur pour nous. Donc on est ravis. On vient juste d'apprendre d'ailleurs que le protocole de recherche avait été validé par l'ANSM la semaine dernière, et également le CPP. Donc on va rentrer dans une phase de construction, de recherche, de travail pour trouver des bénévoles, des volontaires, pour faire cette étude. Et puis
autre chose. Alors, on est rentré on a intégré le groupe le centre de référence des mardis assez tardivement, en fait, l'année dernière. Et bon, en sachant pas trop au départ ce qu'on allait faire, voilà. Donc, et puis finalement, c'est vraiment très intéressant. Ça aussi questionne, en sachant que nous-mêmes, nous avons des centres spécialisés dans le suivi des polyposes familiales, mais ils ne sont pas référencés, ils ne sont pas labellisés. Et là, bon, on a un conseil scientifique justement à qui on a posé question. Il serait peut-être temps de labelliser ces centres-là, parce qu'il y en a à peu près au moins 7 sur la région parisienne, et peut-être autant sur toute la France. Donc voilà, moi je pense que ça peut... des problèmes de prise en charge après. Voilà, oui. Et c'est à peu près. Oui. C'est fini ? Oui. Il n'y a pas de centre de référence maladie rare polypose adulte? Non. Je ne suis pas sûr que ce soit la vocation des mardis d'intégrer les centres adultes de polypose, mais bon, ça peut, je pense, à discuter, on peut voir. Non, je pense que la particularité des polyposes par rapport à toutes les autres maladies rares digestives, c'est pas exclusif, mais c'est que c'est des maladies dominantes. Donc en fait, souvent, il y a plusieurs générations de patients. Donc c'est une des spécificités des polyposes. Exact. Moi, je suis une 3e génération. Il y a des réseaux, il y a une banque nationale de données qui s'est fait au niveau national, donc on collecte les patients, donc on arrive ça commence à bouger davantage. Il y a des réseaux qui sont mis en place sur le suivi, des prédispositions au cancer colorectal, donc dont on fait partie, parce que forcément il y a des risques de cancer à ce niveau-là. Donc voilà. Je dirais la particularité des maladies génétiques qui donnent des polyposes, et donc la nécessité d'un suivi par des gastro-entérologues et des chirurgiens digestifs, c'est que ça ne touche pas que le tube digestif, et ça les gastro-entérologues ont un petit peu tendance à l'oublier. Donc le fait d'avoir des centres de référence dans lesquels il y a des généticiens qui se rappellent que ça peut toucher d'autres organes, et qui permettent aussi de participer à une réflexion plus globale, à une prise en charge globale. Il y a des RCP, il y a des réunions pluridisciplinaires, et ça, pour nous, c'est important, c'est indispensable de toute façon, parce que effectivement, il y a aussi, on peut arriver, les patients peuvent arriver dans la maladie via d'autres symptômes et d'autres cancers autres, quoi. Ou ils sont pas guéris quand ils ont été colectomisés. Non. Il faut bien leur préciser. Oui. Non, c'est vraiment une maladie, on n'en guérit pas, mais elle y avait. Très bien, merci beaucoup. Donc on avait 3 minutes de retard qu'on a récupéré, mais c'est vrai qu'il y avait une association en moins. Donc retour à 14h pétante. Parce que monsieur Aymon, le responsable de l'ARS, n'a pas beaucoup de temps. D'accord, donc si possible, prenez en considération le fait que le temps que tout le monde s'installe, il faut bien 10 minutes, d'en soyez un peu plus tôt pour qu'on commence à 2h pétante. Oui. Le retour de l'association des POAC, excusez-moi. Oui, en fait, dans notre présentation tout à l'heure, on a oublié d'évoquer l'aspect du travail qu'on fait depuis plusieurs années avec le docteur Belaïch, notamment au niveau de la consultation pluridisciplinaire en pédiatrie et l'accueil et l'orientation des familles. C'est quelque chose de très important parce qu'il y a une vraie demande au niveau des familles de cet avis et de ce regard et de toutes ces réponses aux questionnements qu'ils ont. Et l'autre aspect également, c'est que depuis 6 ans maintenant, ont été mises en place les assises de la POAC dans ce même local, ici, tous les 2 ans. La 3e édition a eu lieu l'an passé, en juin. Et si tout va bien, et je l'espère fortement, en votre présence, pourquoi pas, les 4e assises de la POAC auront lieu dans 1 an, ici même. Voilà, merci à tous. Et un grand merci aussi au docteur Belaïch pour tout le travail qu'il fait avec nous. Merci beaucoup.
Non, non, très bien.